Ce jour-là, je tenais entre mes mains un gâteau aux amandes et au chocolat, son préféré depuis qu'elle était petite. C'était l'anniversaire d'Élodie, ma fille unique, 43 ans. J'étais partie tôt de chez moi, impatiente de voir son sourire, celui qu'elle faisait autrefois quand je lui apportais des surprises à l'école. J'ai sonné à la porte de sa villa à Nice, celle qu'elle et son mari avaient achetée il y a 5 ans. Une grande maison avec piscine, vue sur la mer, 3 étages. J'avais participé à l'apport initial, 40 000 €, presque toutes mes économies de professeur de mathématiques. À l'époque, elle m'avait serré dans ses bras en pleurant. « Maman, sans toi, on n'aurait jamais pu la voir. » Mais ce matin-là, quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas la même fille qui m'a accueillie. Élodie tenait son téléphone dans une main, un air d'agacement dans l'autre. « Ah, c'est toi ?» Pas de sourire, pas de bise, juste ces 4 mots, dits comme si j'étais un livreur. Je suis restée un instant sur le seuil, un peu déstabilisée. J'ai forcé un sourire. « Joyeux anniversaire, ma chérie. J'ai apporté ton gâteau préféré, et un petit cadeau. Je tenais aussi un petit paquet enveloppé dans du papier argenté, le collier de perles de ma mère, transmis de génération en génération. » Élodie a soupiré. « Mets-le sur la table de la cuisine. Je termine un appel. » Je suis entrée seule. La cuisine, en marbre blanc, brillait. Une autre de mes contributions lors de leur rénovation. Par la fenêtre, j'ai vu les jumeaux jouer dans la piscine avec leur maître nageur. Aucun ne m'a regardé. J'ai posé le gâteau avec précaution, en silence. Et puis j'ai attendu. 15 minutes peut-être. Le temps que l'enthousiasme que j'avais apporté avec moi s'évapore doucement. Quand Élodie est revenue, elle était impeccable comme toujours. Brushing parfait, manucure, parfum de luxe. Tout cela financé, autrefois, par le prêt que j'avais contracté pour sa clinique d'esthétique à Antibes. 150 000 € que je n'ai jamais revu. Elle a ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau gazeuse, sans un regard pour moi. « Tu viens juste déposer le gâteau ou tu restes dîner ?» Sa voix tranchait comme un couteau froid. « Je pensais qu'on pourrait passer un moment ensemble, c'est ton anniversaire. Cela fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. » Elle a levé les yeux au ciel. « J'ai des plans ce soir. Hugo m'emmène dîner à la Mer Bleue. Encore un restaurant hors de prix. Encore une soirée où je n'existais pas. Je me suis assise sur un tabouret. Elle aussi. Elle a pris une gorgée d'eau, m'a fixée avec une expression étrange, tendue. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Ce ton-là, je le connaissais. C'était celui qu'elle prenait, enfant, avant de dire quelque chose de blessant. Je réfléchis depuis un moment. À ma vie, à ce qui me rend heureuse. Je l'ai encouragée doucement. « Bien sûr, ma chérie. Dis-moi. » Elle a posé le verre avec un bruit sec et m'a regardé droit dans les yeux. « Ce que je veux vraiment pour mon anniversaire, ce serait que tu disparaisses de ma vie. Idéalement, que tu meures. » Le monde s'est arrêté. Je l'ai regardé sans comprendre. Mon souffle s'est coupé net. « Quoi ? » « Tu m'as bien entendu, maman. Je suis fatiguée de tes appels, de tes visites, de ton besoin constant d'être utile. Tu m'étouffes. 74 ans de vie, 43 ans de maternité. Et c'est ce jour-là que ma fille m'a souhaité la mort. Je me suis levée, mes jambes tremblaient, j'ai pris mon sac et le petit paquet. « Je ne peux pas croire que tu dises ça, Élodie. » Elle a ri doucement, un rire amer. « Tout ce que tu as fait, c'était pour toi, pour te sentir indispensable. Eh bien, tu ne l'es plus. » Je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, j'ai murmuré « Joyeux anniversaire, ma fille » et j'ai fermé doucement derrière moi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, une flamme venait de s'allumer en moi. Pas de vengeance, pas de haine, une clarté nouvelle. J'allais faire exactement ce qu'elle m'avait demandé, disparaître. Mais à ma manière. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis rentrée dans mon petit appartement au centre de Nice, encore sonné par les mots d'Élodie. Ils tournaient en boucle dans ma tête. « Ce que je veux pour mon anniversaire, c'est que tu meurs. »
Je n'arrivais pas à y croire. J'ai vécu pour elle chaque jour de ma vie. Et voilà comment elle me remerciait. Je me suis préparé un thé, mais je ne l'ai pas bu. Je suis resté à la table de la cuisine, immobile, le regard perdu. Puis, au bout d'un moment, quelque chose s'est déclenché. Pas de la colère. Non, une lucidité glaciale. J'ai sorti un vieux classeur de l'armoire, celui où je gardais tous les relevés, les reçus, les virements, les garanties que j'avais signées pour elle depuis plus de 40 ans. Une véritable archive de ma dévotion. J'ai tout aligné sur la table. Les virements pour son école privée, les factures de sa clinique d'esthétique, les prêts que j'avais contractés pour ses maisons, ses mariages, ses voitures. J'ai pris un cahier vierge et j'ai commencé à noter, ligne après ligne, date après date, euro après euro. Quand j'ai fait le total, j'ai eu le vertige. Plus de 250 000 euros. 250 000. Tout ce que j'avais gagné, tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que j'avais sacrifié pour elle. Et en échange, un seul vœu, ma disparition. J'ai refermé le cahier, et j'ai compris. J'avais été utile, oui, mais pas aimée. Aimée pour ce que je donnais, pas pour ce que j'étais. Alors, j'ai pris une décision. J'allais disparaître, mais pas pour mourir, pour me retrouver. Le lendemain matin, à 9 heures pile, j'étais à la banque. Le directeur que je connaissais depuis 20 ans m'a accueilli avec son sourire professionnel. « Bonjour, Madame Moreau, que puis-je faire pour vous ?»« Je veux fermer le compte joint que j'ai avec ma fille. » Il a levé les yeux, surpris. « Vous êtes certaine ? Il y a une somme importante dessus. »« Oui, et cette somme vient de moi. Je la transfère sur mon compte personnel, immédiatement. » En signant les papiers, j'ai senti une étrange force me traverser. Ce geste, simple en apparence, était le premier acte de ma renaissance. Ensuite, je suis allé à la société de crédit immobilier. Il y a 5 ans, j'avais signé comme garante du prêt d'Élodie et de son mari Hugo pour leur villa. À l'époque, je voulais les aider à commencer leur vie. Cette fois, je voulais simplement comprendre mes droits. L'agent, une femme élégante d'une 50aine d'années, m'a reçue avec amabilité. « Vous êtes bien mentionnée comme garante, madame. Cela veut dire que vous avez la possibilité d'intervenir si les emprunteurs présentent un risque de défaut. » Je me suis souvenu de ce qu'Élodie m'avait dit la semaine précédente. « Hugo a perdu beaucoup d'argent dans un investissement. Mais ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. » Autrement dit, ils étaient déjà en retard. J'ai demandé une copie complète du contrat et des échéances. Puis, calmement, « Je veux être informé de tout mouvement suspect sur ce dossier. » La conseillère m'a regardé avec curiosité. « Vous pensez agir ? » ?»« Non, pas encore. Mais je veux être prête. » En sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel bleu de Nice. Je me suis sentie plus légère, plus droite. L'après-midi, je suis passée à la boutique d'un agent de voyage que j'avais repéré depuis des années sans jamais oser franchir la porte. Un jeune homme aimable m'a accueilli. « Bonjour madame. Comment puis-je vous aider ? Je voudrais des informations sur un séjour long à Barcelone. Peut-être. Pour recommencer ma vie. » Il m'a souri. « Un nouveau départ ? C'est une belle idée. » En rentrant chez moi, j'ai commencé à écrire une lettre. Pas une lettre de plainte. Une lettre de vérité. J'y ai mis tout ce que j'avais fait, donné, supporté. Chaque sacrifice, chaque renoncement. Et à la fin, j'ai écrit. Tu m'as demandé de disparaître. Ce vœu, je vais te l'accorder. Mais tu apprendras bientôt que ta vie sans moi sera beaucoup plus coûteuse que tu ne l'imagines. J'ai signé Claudine Moreau, ta mère, enfin libre. Cette nuit-là, j'ai dormi comme une enfant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur. Le dimanche matin, à 6 heures précises, j'ai descendu l'escalier de mon immeuble avec mes 2 valises. Je n'avais prévenu personne, pas même Michel, ma voisine et amie de toujours, qui devait seulement intervenir après mon départ. Elle savait ce qu'elle avait à faire. 2 jours plus tard, passer chez moi, constater que l'appartement était vide et remettre la lettre à Élodie. Le taxi m'attendait devant la porte. Le chauffeur a chargé mes valises, m'a demandé avec son accent du Sud. « Aéroport de Nice ? » « Oui. » « Allez simple. »
J'ai regardé une dernière fois ma façade, les volets verts que j'avais peints moi-même il y a 15 ans. Je n'ai ressenti aucune nostalgie. C'était fini. Dans l'avion, je n'ai pas fermé l'œil. Trop d'adrénaline, trop de pensées. Je ne fuyais pas, j'existais enfin pour moi. À 11 heures, l'avion a atterri à Barcelone. Le ciel était d'un bleu éclatant. Un jeune homme m'attendait à la sortie, un panneau à la main, Madame Moreau. Il s'appelait Antoine, l'agent de voyage. Un sourire franc, des yeux clairs. « Bienvenue en Espagne, madame. Vous êtes prête pour votre nouvelle aventure ?» Plus que prête. Il m'a conduite à un petit appartement meublé, au cœur du quartier gothique. Un 2 pièces lumineux, avec un balcon donnant sur une petite place bordée d'arbres. « Vous avez ici tout ce qu'il faut pour commencer », m'a-t-il expliqué. « Le loyer est payé pour 1 mois. Prenez le temps de respirer. Respirer. » Le mot m'a touché. Je me suis installée dans le petit salon, j'ai ouvert les fenêtres. L'air chaud de Catalogne a rempli la pièce. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais seule, mais pas abandonnée. L'après-midi, j'ai marché sans but. Les ruelles pavées, les façades anciennes, les odeurs de café, les musiciens de rue, tout semblait me dire « Tu es vivante ». Je me suis assise à la terrasse d'un café. J'ai commandé un café qu'on lèche et une part de gâteau. J'ai observé les gens, les couples, les familles, les touristes, sans ressentir de jalousie ni de manque. J'étais simplement bien. Vers 18 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer. 5 appels manqués d'Élodie, puis 6, puis 10. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la sonnerie s'éteindre dans le silence du soir. Mais à la 11e tentative, j'ai décroché. « Maman ?» cria-t-elle, la voix pleine de panique. « Où es-tu ? Michel m'a dit que ton appartement était vide. Tu es partie ? Qu'est-ce que c'est que cette folie ?» J'ai gardé un ton calme. « Bonjour, Élodie. Oui, je suis partie. Comme tu l'as souhaité. Mais je ne voulais pas dire ça. C'était une colère. Reviens. Tu ne peux pas me faire ça. » J'ai regardé le coucher de soleil sur les toits de Barcelone. « Tu m'as demandé de disparaître, ma chérie. Je respecte ton souhait. »« Maman, s'il te plaît, les enfants. Hugo est furieux. On a besoin de toi. » J'ai fermé les yeux un instant. « Tu as besoin de moi ou de mon argent ?» Silence. Long, lourd, révélateur. « Je t'aime, maman, » balbutia-t-elle finalement. Mais dans sa voix, il n'y avait pas d'amour. Il y avait la peur de perdre son confort, sa sécurité, son filet de sauvetage. « Élodie, j'ai tout donné, et aujourd'hui, je donne enfin quelque chose à la seule personne que j'ai toujours oubliée. Moi. » J'ai raccroché doucement. Puis j'ai éteint le téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes. Le vent tiède entrait dans la chambre, portait avec lui les rumeurs de la ville, les rires au loin, la musique d'un bar. Je me suis sentie vivante, apaisée. En fermant les yeux, j'ai souri. Je venais de comprendre la phrase la plus libératrice de ma vie. Disparaître n'est pas fuir. C'est choisir la paix quand tout le reste n'est plus possible. Les premiers jours à Barcelone ont filé comme un rêve. Chaque matin, je me levais tôt, j'ouvrais les fenêtres de mon petit appartement et je laissais entrer le soleil doré du sud. Le silence, le café chaud, le simple bruit de la rue en contrebas, tout cela avait un goût de liberté. Pendant plus de 40 ans, ma vie n'avait été qu'une succession d'obligations. Le travail, les comptes, les besoins d'Élodie. À présent, je n'avais plus rien à prouver à personne. Un matin, j'ai pris rendez-vous avec Monsieur Lemoine, un conseiller financier français installé à Barcelone. Un homme à la voix douce, aux lunettes rondes, qui m'a accueilli avec bienveillance. « Madame Moreau, d'après vos relevés, vous avez des ressources confortables. Si vous gérez bien, vous pouvez vivre ici tranquillement le reste de votre vie. » Je l'ai écoutée, attentive, presque émue. C'était la première fois depuis longtemps qu'un professionnel parlait de mon avenir à moi, pas de celui d'Élodie. « Vous pourriez investir une partie de vos économies ?» continua-t-il. « Les rendements sont stables, et cela vous garantirait une belle retraite. » Je me suis surprise à sourire. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai envie de penser à moi, enfin. En sortant du rendez-vous, j'ai marché sur les Ramblas.
Les fleurs, les artistes de rue, les terrasses pleines, tout semblait vibrant. J'avais l'impression d'avoir 20 ans, sauf que cette fois, je savais ce que je voulais. Les jours suivants, j'ai commencé à me créer une nouvelle routine. Les mardis, je suivais un cours d'aquarelle près du port. Les jeudis, je prenais des leçons d'espagnol pour le plaisir d'apprendre. Et les week-ends, je partais marcher avec un petit groupe de retraités francophones. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré Louisa, une Italienne de 76 ans. Une femme pétillante, cheveux argentés, rire franc. Elle m'a raconté qu'elle aussi avait quitté sa famille après des années de manipulation. À un moment, m'a-t-elle dit, il faut cesser de se sacrifier, sinon on se perd soi-même. Ces mots ont résonné en moi comme une vérité ancienne que j'avais oubliée. Pendant ce temps, les appels d'Élodie se multipliaient. Elle changeait de ton à chaque message, tour à tour en colère, suppliante, agressive. Je ne répondais pas. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel d'un numéro français inconnu. C'était une assistante sociale. « Madame Moreau, ici la protection sociale de Nice. Votre fille a signalé une inquiétude à propos de votre état de santé mentale. J'ai cru mal entendre. Ma santé mentale ? Oui. Elle prétend que vous souffrez de troubles cognitifs et que vous êtes manipulé par des personnes étrangères. » Je suis restée silencieuse un moment, partagée entre rire et consternation. Ma propre fille essayait désormais de me faire passer pour folle, simplement parce qu'elle ne contrôlait plus ma vie. « Très bien, » ai-je répondu calmement. « Vous pouvez vérifier. Je vis à Barcelone, en parfaite santé, et je prends mes décisions seule. » Le lendemain, j'ai contacté Maître Dupont, mon avocat en France. Un homme de confiance, qui connaissait mon dossier depuis des années. Quand je lui ai expliqué la situation, il a soupiré. « Elle veut vous discréditer pour récupérer le contrôle sur vos finances. C'est courant dans ce genre de conflit familial. » Que puis-je faire ? Nous allons déposer une plainte pour diffamation et demander une expertise médicale officielle. Cela fermera définitivement la porte à ces accusations. 2 semaines plus tard, je me suis rendue au consulat de France à Barcelone pour l'évaluation. Le médecin, un homme attentif, m'a posé des dizaines de questions. À la fin, il a noté calmement « Madame Moreau, non seulement vous êtes parfaitement lucide, mais vous avez fait preuve d'un courage et d'une organisation exemplaires. » J'ai quitté le consulat la tête haute. Le rapport médical a été transmis au service français, confirmant que tout était faux. Quelques jours après, Maître Dupont m'a appelé. « Le dossier est clos, et votre fille sera notifiée qu'elle a porté une fausse accusation. » Je l'ai remerciée d'une voix tranquille. Je ne voulais pas me réjouir de sa honte. Je voulais simplement récupérer ce qu'elle m'avait volé depuis des années, ma dignité. Pour la première fois, je n'étais plus la mère suppliante qui attend un signe d'amour. J'étais une femme qui choisissait sa vérité, sans drame, sans haine. Et c'est ce soir-là, en regardant la mer depuis mon balcon, que j'ai compris quelque chose. On ne renaît pas en oubliant le passé, mais en cessant de le laisser dicter notre présent. Je venais enfin de reprendre ma vie en main. Quelques mois après mon départ, les premières véritables conséquences ont commencé à se faire sentir. Je ne les avais pas cherchées. Je n'avais rien planifié pour punir ma fille. Mais la vie, parfois, se charge elle-même de rendre la justice. Un matin, j'ai reçu un appel de Maître Dupont, mon avocat. « Madame Moreau, j'ai une bonne nouvelle. Le couple Hugo et Élodie Moreau a manqué 3 mensualités consécutives de leur prêt. La banque a enclenché la procédure de saisie. Je suis restée un instant sans rien dire. Je n'ai pas ressenti de joie, seulement une forme de paix sévère. « Et que devient ma garantie ?» ai-je demandé. « Vous récupérerez votre apport initial, ainsi que les intérêts. Environ 45 000 €. » J'ai murmuré simplement « Parfait, merci, maître. » En raccrochant, j'ai fermé les yeux. Tout ce que j'avais craint pendant des années, perdre de l'argent, perdre leur affection, perdre ma place, était déjà arrivé. Et pourtant, je n'étais plus brisée. J'étais debout. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un long courriel signé Hugo. Je l'ai lu lentement, avec une étrange distance. « Claudine, j'ai vu ton interview sur Internet. Ce que tu as dit est vrai. Je n'ai jamais eu le courage de m'opposer à Élodie, même quand je savais qu'elle te manipulait. Les enfants te réclament,
Élodie leur a dit que tu étais malade, mais ils ne la croient pas. Je voulais seulement te dire que je regrette. Je te souhaite d'être heureuse, vraiment. Je suis restée un long moment devant l'écran, les mains posées sur le clavier, sans savoir quoi répondre. Puis j'ai écrit « Merci pour ton honnêteté, Hugo ». Les excuses ne changent pas le passé, mais peut-être t'aideront-elles à devenir un meilleur père. C'est tout ce que je souhaite. J'ai envoyé le message, puis j'ai refermé l'ordinateur. Aucune rancune, juste la clôture d'un chapitre. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé sur quelque chose de plus grand. Un livre, une sorte de témoignage, mais aussi un guide pour les femmes comme moi, celles qui avaient tout donné jusqu'à s'oublier. Je l'ai intitulé « Quand l'amour maternel détruit, renaître après 70 ans ». J'y ai raconté mon parcours, mes erreurs, mes prises de conscience, mes choix. Pas pour accuser ma fille, mais pour montrer à d'autres mères qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place dans sa propre vie. L'éditeur a adoré le manuscrit. Le livre est sorti en librairie, puis sur les plateformes en ligne. Je ne m'attendais à rien. Et pourtant, en quelques semaines, il est devenu un véritable succès. Des dizaines de messages arrivaient chaque jour. Des femmes de France, de Belgique, du Canada. Toutes disaient la même chose. Votre histoire m'a réveillée. Grâce à vous, j'ai enfin mis des limites à mes enfants. Je ne suis pas seule. Je lisais leurs mots les larmes aux yeux. Mon histoire, née d'une humiliation, devenait un outil de libération pour d'autres. Un soir, alors que je dînais sur ma terrasse à Barcelone, un email inattendu est apparu sur mon téléphone. L'expéditeur, Élodie Moreau. Je suis restée figée quelques secondes. Puis j'ai ouvert. Maman, j'ai lu ton livre. J'ai pleuré du début à la fin. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais simplement que tu saches que j'ai compris. Je sais maintenant tout ce que tu as fait pour moi et combien je t'ai blessée. Je ne mérite peut-être plus ta présence, mais j'espère au moins ta paix. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas rouvrir la porte du passé. Mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère en lisant ces mots, seulement une sorte de calme infini. Parce qu'au fond, elle avait raison. Je lui avais enfin offert la seule leçon que je n'aurais jamais pu lui enseigner autrement. Que les actes ont un prix, et que l'amour, sans respect, finit toujours par se taire. J'ai levé mon verre de vin face au ciel rose du soir, pas pour fêter ma victoire, mais pour célébrer ma paix. 3 années ont passé depuis ce fameux anniversaire. Parfois, j'ai du mal à croire que je sois la même femme qu'alors, celle qui pleurait dans un taxi en quittant Nice, le cœur brisé, une valise de regrets sur les genoux. Aujourd'hui, je suis assise sur le balcon de mon appartement à Barcelone, face à la mer. Le soleil couchant enveloppe tout d'une lumière dorée. Devant moi, un carnet ouvert, une tasse de café et ce silence apaisant qui est devenu mon plus grand luxe. Ma vie est simple, et pourtant, elle me comble. J'ai des amis sincères, des voisins bienveillants, des habitudes qui m'appartiennent. Je peins, je lis, je marche chaque matin au bord de la mer. Et surtout, je ne vis plus dans l'attente de l'amour d'autrui. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre manuscrite, soigneusement pliée, envoyée depuis la France. L'écriture tremblée m'a tout de suite émue. C'était celle de mes petits-fils. Chère mamie Claudine, papa nous a raconté la vérité sur ton départ. Il a dit que maman t'avait dit des choses très méchantes et que tu avais décidé de recommencer ta vie ailleurs. On veut que tu saches qu'on t'aime et qu'on est fiers de toi. Quand on sera plus grand, on viendra te voir à Barcelone. Tu nous manques beaucoup. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Leurs mots étaient simples, mais vrais. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de gratitude. Parce qu'ils comprenaient, parce que, d'une certaine façon, la graine de vérité avait fini par germer. Je leur ai répondu « Mes chers petits, je vous aime de tout mon cœur. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre, mais aussi pour vous donner un exemple, celui d'une femme qui refuse de se laisser détruire, même par ceux qu'elle aime. Quand vous serez plus grand, ma porte vous sera toujours ouverte. D'ici là, soyez bons, soyez libres, et n'oubliez jamais, les mots ont un poids, et le respect est la base de tout amour. » Cette lettre-là, je l'ai écrite avec la main tremblante, mais le cœur léger,
Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'Élodie. 3 ans de silence, puis soudain, cet email. Je l'ai ouvert sans peur. Maman, j'ai relu ton livre, et j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. J'ai perdu bien plus qu'une mère. J'ai perdu la femme qui me soutenait, même quand je ne le méritais pas. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais simplement te dire que je t'aime, et que j'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je lui en voulais encore, mais parce que certaines histoires doivent se taire pour continuer à vivre dans la paix. Je n'ai pas besoin d'entendre ses excuses. Je les ai déjà reçues dans le simple fait qu'elle ait enfin compris. Ce soir, en regardant les lumières du port, j'ai pensé à tout ce que la vie m'avait appris depuis ma disparition. Qu'on peut renaître à n'importe quel âge, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, et que la liberté, la vraie, c'est de ne plus dépendre du regard de ceux qu'on aime. Je ne suis pas partie pour fuir, je suis partie pour me sauver. Et, sans le savoir, c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai jamais pu offrir à ma fille. L'exemple d'une femme qui ne s'effondre pas, mais qui se relève avec élégance. Je lève mon verre vers la mer, à la femme que j'étais, à celle que je suis devenue, et à toutes celles qui comprendront ces mots, parce qu'un jour, j'ai disparu, pour enfin exister. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.